Ces deux entrepreneurs vont ouvrir le tout premier complexe dédié au padel dans l'Aube, un sport entre squash et tennis. Beaucoup moins technique que le tennis, quand même un peu sportif. La différence avec le squash, ça va être qu'on va jouer avec deux personnes en face de nous. On joue avec une raquette comme ça, donc c'est bien différent par rapport à la raquette du tennis. C'est des raquettes pleines, on va dire, perforées, avec une balle qui est comme ça. À simple vue, ça va être comme une balle de tennis, mais elle est beaucoup plus fine. C'est un sport qui s'est beaucoup développé en Espagne. Et là, en 10 ans, il a même dépassé le foot à niveau amateur. En France, on voit que ça commence à bien partir partout. C'est un marché en pleine croissance. Ici, dans la région, il n'y a pas grand monde encore qui fait du padel. Donc on veut aussi être les premiers. On reçoit plein de messages, plein de commentaires positifs. Donc on voit que les gens sont quand même beaucoup intéressés. Et on voit qu'il y a de la demande. Les travaux ont débuté il y a 2 mois et devraient bientôt s'achever. Ouverture prévue pour le 14 novembre. Au total, le complexe comportera 4 terrains de padel, 2 standards et 2 homologués pour la compétition. Ici, on est sur la piste numéro 1, piste panoramique. La piste, elle fait 10 mètres par 20 de long, 10 mètres de large. Il y a un filet au milieu. On joue à 2 contre 2 et le revêtement, c'est du revêtement synthétique qui est ensablé. Là, ils sont en train de terminer la piste numéro 2. On a déjà 3 pistes qui sont complètement terminées au niveau de la structure. Et après, il restera à poser les revêtements, les filets. Après, c'est bon, on pourra ouvrir pour le 14 novembre. En plus des terrains de padel, d'autres espaces seront proposés aux clients. Un snack, des vestiaires et une zone d'échauffement au pied des terrains, mais aussi un bar, des loges et une salle de séminaire à l'étage. On aura un joli bar qui se trouvera juste derrière moi. Plus on va venir jouer au padel, plus on va avoir une carte de fidélité avec des avantages exclusifs. Donc ça va passer par des remises au bar, des équipements logoté Padel 3. On voulait vraiment de l'expérience client, elle soit top finalement du début, c'est-à-dire le côté sportif, jusqu'au moment où on récupère avec une petite bière, voilà, on débriefe la partie de padel avec les copains, et soit effectivement dans le snack en bas, soit dans une ambiance un peu plus feutrée, un peu plus posée dans les loges ou le bar ici à l'étage. Pour la location d'un terrain, il faudra compter entre 8 et 12 euros par heure et par personne. Il sera aussi possible de louer et d'acheter du matériel sur place ou encore de réserver un cours avec un professeur de padel. Allez, c'est fait! Cette coupure du ruban marque l'ouverture d'un espace aquatique de 3350 m², un temple de béton, de métal et de bois entièrement ouvert. C'est un peu le Parthénon sur l'Acropole. En fait, ce qu'il fallait, c'est que c'est un bâtiment repérable, identifiable. On parlait des années 70 où tous les bâtiments, que ce soit centres aquatiques ou complexes sportifs, qui étaient extrêmement renfermés, introvertis sur eux-mêmes. Aujourd'hui, on est sur la mise en scène des activités. On doit les voir depuis les extérieurs. On doit voir les activités depuis l'intérieur du bâtiment. On rentre dans le hall, il faut qu'on puisse voir ce qui s'y passe. À l'intérieur, un espace bien-être, spa, hammam et grotte de sel. Mais aussi une halle aquatique, un bassin de 25 mètres, une zone de balnéo, de toboggan et un pentaglisse, des installations qui pourront être utilisées chaque jour par 990 nageurs. Le public qui est attendu ici, ce sont effectivement les scolaires, on l'a dit, puisque ça représente 1700 élèves qui viendront ici apprendre à nager. Il y aura aussi les membres d'un certain nombre de clubs sportifs qui viendront s'exercer ici. Et au-delà de ça, il y aura une vocation grand public et famille notamment, qui viendront ici pratiquer la natation ou la balnéothérapie ou des exercices comme aquabike, etc., etc. Pour sa première année, le complexe espère atteindre les 160 000 entrées. Pour nous, il était essentiel que cet équipement soit à la fois structurant pour nos enfants, structurant pour nos élèves des écoles élémentaires et de nos collégiens, mais aussi soit source d'attractivité pour les familles et qu'on soit là en présence d'un équipement de proximité pour ces territoires. Et cela donne une véritable dimension dynamique qui apporte cette contribution à la fois à Port-de-France-Thionville, mais en particulier à la commune de Bassam. La construction d'Amélis a coûté près de 12 millions d'euros, dont 2,5 millions ont été financés par le département. On a plusieurs maillots, donc là par exemple Sheffield, donc tout ce qui est Angleterre, on a le Stade de Reims,
Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Les équipes turques. Plus de 150 références, des maillots de foot des 4 coins du monde, bientôt rangés au hasard dans des coffrets mystères. Vous commandez, vous recevez, vous ouvrez et vous découvrez seulement à ce moment-là ce qui vous a été attribué. C'est le concept original lancé en 2021 par Timothée, ici à l'image, et Louis, absent au moment du tournage, deux Vosgiens, des copains d'enfance, des amoureux du ballon rond, devenus en quelques mois de jeunes entrepreneurs à succès. L'idée était simple, il suffisait juste d'y penser, la magie des réseaux sociaux a fait le reste. Donc là, je vais vous montrer un TikTok qui a très bien marché et du coup qui a fait décoller notre concept. Donc c'est des amis qui ouvrent leur commande sur une terrasse et ils découvrent tous ensemble l'effet surprise. On a vendu notre premier maillot en juillet 2021 et les ventes ont décollé au mois de mars 2022 avec l'effet TikTok et du coup grâce à ce réseau on est passé à des commandes à 100 commandes par mois, à 500 commandes par mois, puis 1000, puis 2000, puis 3000 et là aujourd'hui on est autour des 4000 commandes par mois. Le Bon Maillot, c'est le nom de cette jeune société vosgienne qui travaille avec plusieurs fournisseurs à l'international et des marques officielles. Mais depuis quelques mois, ce sont les clubs professionnels eux-mêmes qui sollicitent Timothée et Louis, notamment Wolverhampton ou Leeds en Angleterre, pour un partenariat gagnant-gagnant. D'une part, les équipes déstockent leurs invendus de la saison précédente à prix réduit, ce qui permet aux clients de commander une boîte mystère à partir de 39 €. Et d'autre part, les deux parties profitent de la notoriété de chacun, parce que la cote du Bon Maillot est en train de grimper, et ça commence à se savoir dans le monde du football. Nous, on a un peu plus de 100 000 visites par mois actuellement et on met leur petit logo sur notre site de manière à ce que ça soit visible et ça les intéresse de travailler avec nous parce qu'effectivement il y a du trafic et ça les met aussi en avant. Ouais. Du coup, l'ascension de la plateforme est fulgurante avec des chiffres qui s'envolent depuis sa création. On a vendu un peu plus de 30 000 maillots depuis le départ. Dans 20 pays différents. On espère 50 000 maillots d'ici la fin de l'année et peut-être 100 000 l'année prochaine. Donc voilà. On a fait un peu plus de 800 000 € de chiffre d'affaires depuis le départ, donc depuis plus d'1 an et demi. Et on vise 1,5 million d'ici juin 2023. Timothée et Louis ont embauché 3 salariés et travaillent pour le moment dans 2 petits locaux, l'un à Amnéville, l'autre ici à Épinal. Mais il faudra rapidement déménager et embaucher encore pour suivre un rythme qui va s'accélérer grâce à l'effet Coupe du Monde d'abord, grâce ensuite à un coup marketing lancé pour l'occasion. 3 tickets d'or, d'argent et de bronze vont être glissés dans des boîtes mystères pour faire gagner aux plus chanceux différents cadeaux. Sans enseigne tapageuse, Graoukop fait pourtant le plein de clients, ou plutôt d'adhérents, tous convaincus par les vertus de cette épicerie coopérative. En plus d'une cotisation annuelle de 15 €, ils donnent chaque mois 3 heures de leur temps pour faire tourner ensemble leur boutique de 50 mètres carrés. C'est un modèle où finalement le citoyen reprend la main sur finalement ce qu'il va consommer, quoi. Parce que pour le coup, il y a d'autres adhérents qui vont s'occuper de la section des produits et vont faire les bons choix pour finalement privilégier le local et le mettre à un prix honnête, quoi. Les coopérateurs sont ainsi les seuls décideurs des produits vendus. Résultat, sur ces 700 références, l'échoppe fait la part belle aux aliments bio et locaux, mais dans une démarche inclusive, n'exclut pas les produits conventionnels. Comme on dit toujours, on achète ce qu'on vend. Donc si on vend, on achète. Si on ne vend pas, on n'achète pas. Quand il y a des augmentations liées à l'inflation, les gens savent que ce n'est pas nous qui essayons de nous gaver sur l'augmentation des prix, sur la spéculation, etc. Ils savent que c'est parce qu'on l'achète plus cher, du coup on le revend plus cher. Contrairement à la grande distribution qui jongle entre ses marges, chez Graoukop, la transparence est de mise avec une marge unique à 20%, comme sur cette salade vendue 1,33 €. Ici, on a une salade donc bio et locale qui vient des jardins de Val-de-Moselle qui est à côté. Il y a cette traçabilité du produit, on sait d'où ça vient. Et souvent, il y a aussi cet apport gustatif. Du sens, du goût et un juste prix. Ici, les clients ressentent le pouvoir de leurs achats. On essaye de ne pas avoir trop d'intermédiaires, qui se répercutent forcément sur les prix. Voilà, de ce côté-là. Et puis, il y a toujours un bon roulement de fruits et légumes. Bien décidés à prendre leurs courses en main, les amis de Graoukop sont à la recherche d'un nouveau local
pour enfin ouvrir le premier supermarché coopératif de Moselle. Ici, Graukop, c'est la bonne humeur. Voilà. La marraine d'Octobre Rose dans l'Aube n'a pas laissé son cancer du sein balayer ses projets de couple. Sa tumeur est détectée à l'âge de 37 ans, l'ablation du membre est immédiate et s'ensuit près d'1 an de chimiothérapie. À la fin de mes traitements, j'ai un autre traitement antirécidive. Du coup, j'ai un traitement qui me bloque mes hormones. Et c'est pour cette raison que je ne peux plus avoir d'enfant. C'est pourtant durant cette période qu'elle entame de nouveaux projets de vie avec son compagnon. Alors mon chéri m'a demandé en fiançailles pendant mes traitements de radiothérapie, donc je lui ai dit oui. Je me suis dit que c'est pas le cancer qui allait gagner, mais c'était moi. On a passé des entretiens pour l'adoption, avec 7 ans d'attente, et c'est de là qu'on s'est dirigé vers une GPA en Ukraine. Là-bas, ils sont accompagnés par une clinique qui crée le lien avec une mère porteuse près de Kiev. En décembre 2021, ils apprennent qu'elle est enceinte. En février 2022, le conflit éclate. Que notre mère porteuse et notre bébé étaient sous les bombes, et s'il arrivait quelque chose, on préférait ne rien dire, donc on a gardé ça secret. Et on priait pour que notre mère porteuse n'ait rien, et notre enfant aussi et sa famille. Notre fille est arrivée avec 1 mois d'avance. Eh bien, on est parti le lendemain en Ukraine sans réfléchir. Nous sommes restés 27 jours à Kiev, en vivant au rythme des alarmes anti-bombardement. Donc il y en avait 4 à 5 par jour. Et à chaque alarme anti-bombardement, on devait se réfugier dans un bunker sous notre immeuble. On sait que demain, le cancer peut revenir, donc on vit notre vie à fond. Dans ce contexte de guerre, le couple baroudeur a pu exceptionnellement tisser des liens avec la mère porteuse. Aujourd'hui, Nastia se porte à merveille. Sa mère continue de montrer ses cicatrices et son bonheur, via par exemple cette photo d'un concours porté par Estée Lauder. De nature, je suis pudique. Et j'ai eu honte d'avoir un cancer au début. J'ai commencé à en parler sur les réseaux sociaux et là, ça a explosé. Je me suis dit, je n'ai pas à avoir honte. Et pour moi, c'est important de montrer aussi un corps mutilé. La photo sera exposée sous la Tour Eiffel lors du Paris Photo. On a déjà été sélectionnés, mais avec des photographes professionnels. Mais là, c'est mon mari qui a pris la photo qui a été prise en plus à Kiev. Élodie Trichet sera opérée une 8e fois pour poursuivre la chirurgie de reconstruction de son sein. Si elle continue de s'entretenir et soutenir de nouvelles femmes à travers les réseaux sociaux, elle prévoit de s'exposer un peu moins afin de consacrer davantage de temps à sa fille.